Hello, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour ce nouvel épisode de Reborn Podcast. Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'avoir à mes côtés Sophie. Hello. Comment tu vas? Bien et toi? Ouais, ça va super bien. Je suis super contente de t'avoir sur le podcast. Et de même, merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Et Sophie, du coup, je suis très contente de t'avoir. Ça faisait longtemps que je voulais évidemment t'avoir en tant qu'invitée. Et toi, du coup, t'es spécialiste en personal branding, donc t'aides les entrepreneurs à développer leur personal branding sur les réseaux sociaux. Donc t'es fondatrice de Mirror Agency, je sais pas si je le dis bien. Oui, bon, moi je dis Mirror, mais ça va. Et, ça marche. Et Lensley Agency. Oui. Et je voudrais savoir comment tout ça a débuté. Déjà, tu viens d'où? Je viens d'où là? C'est une grande question. Tu sais, c'est pas, je peux pas répondre en une seule chose. Mais à la base, on va dire que je suis parisienne, mais je suis née en Pologne et ça fait depuis 2018 que j'ai quitté la France. Donc on va dire, Ok. je viens de partout d'ailleurs. D'accord. Super. Et comment ça s'est passé par rapport à tes parents? Déjà, ils sont salariés, ils sont entrepreneurs? En fait, effectivement, il n'y a pas d'entrepreneur vraiment dans ma famille. Ouais. Donc, mon père est salarié, mon grand-père est fonctionnaire. Donc, on est plus par là, quoi. Effectivement. Ouais, ça marche. L'entrepreneuriat, on ne connaît pas trop. Ouais. T'es la première entrepreneuse de la famille. Mon père a fait... Dans ma famille, il y a 2-3 personnes qui ont fait des petites choses, mais c'est pas comme l'entrepreneuriat que nous, on connaît, moderne, tu vois. Genre, Ouais. mon père va se mettre à son compte, dans la finance. Je sais pas. C'est pas trop... Voilà, pas pareil. Je vois. Et comment se passe ton enfance? À quel niveau exactement? Alors, je voudrais savoir déjà comment ça s'est passé ta scolarité. Est-ce que tu as Ah eu oui. de bons souvenirs de ta scolarité ou pas du tout d'ailleurs? Tu sais, moi, je me pose souvent la question. Je sais pas s'il y a souvent des livres ou des choses qui disent est-ce que tu aimerais genre revenir dans le passé et tout changer? Ouais. Moi, je suis quand même fervente défendrice de oui, tu vois. Genre, j'aurais bien aimé si tu me disais, vas-y, tu fais un retour, genre 15 ans en arrière pour changer toute ta vie. Maintenant, après, je serais pas la personne que je serais Ouais. aujourd'hui si j'avais pas vécu tout C'est ça. vrai. Mais du coup, beaucoup de choses difficiles. J'ai perdu ma mère quand j'avais 8 ans. Donc, j'ai grandi dans une famille monoparentale. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile. En fait, le problème spécifiquement, c'est que ce genre d'événement, ça va te déstabiliser et ça va te déséquilibrer. Surtout. Et du coup, il y a un travail à faire obligatoire de rééquilibrage. Et si tu n'as pas un de tes deux parents qui est à l'aise avec les émotions, les sentiments, Ouais. les choses comme ça ne se fait pas naturellement, en fait. Et donc, voilà. Donc, ça, c'était le premier événement important. Et au niveau de ma scolarité, j'ai été beaucoup harcelée quand j'étais plus petite. Ah oui, Mais- j'avais vu ça. Ouais, après, aujourd'hui, j'en parle sans... En fait, je suis tellement guérie de toutes mes blessures que je vais en parler sans émotion et sans tristesse. Je suis vraiment très éloignée de tout ça parce que j'ai guéri mes blessures, Ouais. tu vois. Mais j'ai mis du temps avant de passer à autre chose. J'avais Ouais. une haine envers les personnes qui m'avaient fait du mal, alors qu'aujourd'hui... Ouais. voilà. T'as Mais- complètement travaillé sur toi, ouais. Oui, c'est ça. Mais après, j'ai aussi... bon, j'ai pas normalisé la chose, mais je dirais, quand on est petit, les gens ont tendance à exclure tout ce qui est différent. Ouais. Et forcément, moi, j'étais dans une zone ZEP. J'étais la seule asiatique. Tu vois, j'avais Ouais. pas une vie facile, donc j'avais des goûts particuliers. Et du coup, forcément... C'est rien qui justifie le harcèlement. Les enfants sont Bien très sûr. cruels quand ils sont jeunes. Mais bon. Voilà. Et alors, sans indiscrétion, qu'est-ce qui s'était passé exactement? Parce que moi-même, j'ai vécu du harcèlement scolaire petite. C'est un sujet qui me tient super à cœur et j'en parle de plus en plus dans le podcast. Et c'était quoi? C'était des violences verbales, physiques? En fait, j'avoue, c'est vraiment il y a longtemps. Et C'était il y a comme longtemps. je suis guérie de mes blessures, j'ai du mal à en parler avec détail parce que, tu sais, j'ai plus de facilité à me souvenir des choses positives que Ouais. négatives. Et plus le temps passe, plus les choses négatives, j'ai du mal à en parler parce que je me rappelle plus aussi bien. Donc voilà. Ok. Mais en fait, ça a commencé les premières fois, c'était en colonie de vacances. Avant, j'adorais ça. Et il y a une fois où je suis partie qui m'a un peu traumatisée. C'était qu'on était partis 3 semaines en Corse. Et il y avait une fille avec laquelle je m'étais super bien entendue le premier jour dans Ouais. la chambre. Et ça a pris 2-3 jours pour qu'elle devienne hyper jalouse. Je ne sais pas pourquoi, tu vois. Ouais. Et que du coup, elle mette toute la colonie à dos. Genre vraiment, l'espace de 3 semaines, je suis devenue la vilain petit canard. Pardon. Et du coup, ça allait se passer. Elle allait voler du shampoing aux gens, elle allait dire que c'était moi. Enfin, tu sais, c'est des trucs tout Ouais, bêtes c'est comme des ça. trucs, Mais mais toi, quand tu peux t'es pas enfant, prouver. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, il en fallait peu. Et
Et en fait, je m'étais fait bisuter pendant mais genre tout le séjour. Genre la nuit, on venait me raser le Mais visage, non. on venait mettre de la crème à raser, et on venait me réveiller, des choses comme ça. Donc ça, c'était juste en colo, donc ça va, tu vois. Enfin, ça va. Ça va pas, Oui. parce que quand t'es H24 avec des gens pendant 3 semaines, c'est vraiment pas facile. Et après, ça a été pas mal genre, de petits événements comme quand j'ai fait mon stage de 3e. Pareil, c'était une semaine, mais c'était une semaine où je me suis entendue personne. Et genre, par exemple, on était plusieurs j'étais fait mon stage au centre Pompidou. Et donc, on était genre peut-être 10 enfants tous ensemble. Et moi, j'étais toute seule, tu vois, parce que je sais pas pourquoi. En fait, peut-être qu'il y avait des raisons en vrai. Bon, pour moi, il n'y a rien qui justifie de mettre à l'écart quelqu'un, Ouais. d'être méchant envers quelqu'un. Même si tu ne l'aimes pas, même si tu n'es pas d'accord avec ce qu'elle dit, tu peux mettre des barrières, tu peux être un peu éloigné. Mais tu sais, quand je te dis pointer quelqu'un du doigt, Oui. c'est pas la même chose, je trouve. En tout cas, peu importe si j'avais fait quelque chose ou pas, il n'y a rien qui justifie, tu vois. Bah, je pense que j'avais rien fait. De toute façon, les gens, je venais de les rencontrer. Ça fait une semaine qu'on se connaît. Qu'est-ce que tu veux que j'ai fait? Mais voilà. Et après, ça a été... quand je suis arrivée au collège, en fait, c'était pas vraiment, on va dire, du harcèlement, mais j'ai une grosse histoire avec une fille. C'est toujours les filles. Oh là là, mais en fait, c'est parti que vraiment, donc c'était un mec qui est arrivé quand on était en 5e, non, vraiment des histoires. Il est arrivé, il est tombé amoureux de moi, sauf que elle était amoureuse du mec, et donc forcément, Oh elle là a là, eu une ok. somme contre Je moi, vois. et du coup, elle m'a fait la misère. Mais le problème, c'est qu'on se faisait la misère mutuellement, tu vois. Et ça a été vraiment une très, 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 très grosse histoire, et forcément... Elle a dû changer de collège, enfin les gens lui crachaient dessus. Ah oui, d'accord. Mais bon, elle faisait vraiment le bordel. Et moi, du coup, c'était la guerre entre elle et moi. Et genre, il n'y avait pas de méchante, on va dire, c'était juste 2 gamines. Enfin, moi, je dis ça, mais jamais je me suis battue pour un gars. Alors, Ouais, ça, c'est bien vraiment sûr. un truc, genre, c'est. Non, mais je suis totalement Voilà. d'accord. Mais ça arrive souvent en plus. Hein. Ouais, mais c'était ces histoires de collège. Ouais. Et après, il y a eu le fait d'être mis un peu à l'écart parce que t'es différent, tu vois. Parce Bien que sûr. t'es la seule à te maquiller, tu te maquilles bizarrement, tu vois, tu fais des choses aussi qui sont différentes des gens. Du coup, tu vas pas faire partie des gens populaires. Enfin, voilà. Donc, c'est pas grand-chose. Ah oui, attends, j'avais oublié un truc. J'ai eu tellement de choses. J'ai oublié un grand pan de ma vie qui était sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai toujours... Alors, je sais pas, va savoir pourquoi, j'ai toujours été connue. Alors là, peu importe C'est ce que vrai. je faisais, j'ai commencé avec Stardoll. J'étais connue. J'avais je sais pas combien de... à l'époque, j'étais grave cotée sur Stardoll, mais c'était il y a des années. Hein. Je sais pas si tu as connu. Il y a eu... juste après, il y a eu Skyblog. Je crois que j'avais 20 000... je sais plus si c'était abonné ou... Ouais. Ou quoi, un truc du Ouais, style. c'était abonné. Mais à Skyblog, c'était un truc de fou de faire ça à l'époque, tu vois. Et pareil, après, j'ai continué avec Facebook. J'ai des photos, j'ai des 2000 likes sur... J'étais cyber. Genre, je sais pas. En fait, quand t'es un peu seul, t'as tendance aussi à te réfugier sur les réseaux sociaux pour te, justement... trouver des gens qui vont raisonner avec toi hors de ton cercle, puisque t'as tous ces soucis en fait dans ta vie personnelle. Bref, du coup, j'ai fait ça toute ma vie, bref, peu importe. Et en fait, c'est vrai que j'ai subi beaucoup de harcèlement sur les réseaux sociaux à une époque où, en fait, quand il y a eu l'émergence de la K-pop, parce que moi, je suis coréenne, et en fait, vu que je suis mixée, les gens ne croyaient pas que j'étais coréenne. Du coup, ils avaient le démon contre moi parce que, je sais pas, j'avais l'air viette ou je sais pas, tu vois. Et du coup, j'ai eu souvent beaucoup de gens qui disaient « Ah, ressemble pas ses photos, elle est pas belle. » Est-ce que c'était possible? En vérité, je retouchais beaucoup mes photos, mais... Peut-être, mais bon, voilà. Du coup, j'ai eu pas mal de harcèlement sur les réseaux sociaux parce que forcément, quand t'as beaucoup de visibilité, mais c'était il y a des années. Aujourd'hui, on est plus préparé, je trouve, et on a plus l'habitude. Et aujourd'hui, moi, je vois un commentaire négatif, j'en ai rien à faire. Mais là, j'avais 13 ans, tu vois. Ouais, forcément. Donc, ça n'a pas le même impact. Et voilà. Bon, en tout cas. Ouais. Bref, j'ai grave raconté ma life, mais... Non, mais merci en tout cas pour partager ça. mais ça forge. Tu sais que j'en ai jamais parlé. C'est vrai. Bah, merci. Non, parce que j'ai jamais eu l'occasion. Oui, c'est vrai qu'en même temps, j'étais curieuse de savoir. Ouais. Et après, toutes ces expériences-là, ça t'a forgé en soi aujourd'hui. Ça a fait la personne que t'es. Donc, Oui, c'est clair. Mais j'aurais pu ne pas passer pour ça. Ça aurait été bien aussi. Bien sûr. Et par la suite, t'as fait des études à l'étranger, j'avais vu aussi. En fait, j'ai fait donc jusqu'à ma terminale ES, économique et sociale, mais ça n'existe plus trop aujourd'hui, je crois ça. Si, ça existe encore, je crois. Je crois pas. Je crois pas que ça existe ES. ES, ça existe toujours, je crois. Tu crois? Je sais pas. Je sais pas non plus. Bon, bref. En tout cas, du coup, une terminale ES. Après, j'ai fait 3 ans de licence à la Sorbonne. Et après, j'ai fait 1 an à l'Université de Montréal. Et donc, c'est là où je suis partie justement à l'étranger en 2018. Et après, j'ai fait une année sabbatique. Et le problème, c'est que c'est tombé à peu près au niveau du Covid, tu vois, puisque je devais faire une année sabbatique, sauf qu'en même temps, il y a eu Covid, donc ça a foutu le bordel. Et après... Longue histoire, il faudrait que je donne des détails, mais non, j'ai été acceptée à HEC Montréal, mais en même temps, je lançais mon business. Donc, du coup, j'ai commencé à étudier là-bas et très vite, en fait, j'ai dû faire un choix entre les deux. Et j'aurais pu être diplômée, mais
comme tu sais, c'est plus difficile de rentrer dans un bon master que d'y rester. Ouais, c'est sûr, c'est vrai. Voilà. Et par la suite, je sais que tu as vécu une dépression. Alors, c'est pas par la suite, justement. C'était pendant cette année sabbatique. Okay. Ouais, c'est pour ça. En fait, je vais essayer d'en parler rapidement, à moins que tu aies des questions précises. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais déjà quelqu'un de très déséquilibré. Donc, il faut quand même expliquer le contexte. Avec tout ce que j'avais vécu, j'étais paumée dans ma vie, j'étais très déséquilibrée dans mes relations amicales, dans mes relations amoureuses, ma vie de manière générale. En fait, j'étais paumée. Je savais pas. En fait, c'était vraiment compliqué parce que j'avais l'impression que j'étais bonne à tout et en même temps nulle en tout, tu vois. Et donc, je savais pas quoi faire de ma vie. Et voilà, en fait, et j'étais dans une... En plus, c'est l'âge, j'avais quel âge? Entre 20 et 23 ans. Je sortais de 4 ans de relation. J'étais en mode... je découvrais la vie. Et en fait, ça m'a créé énormément de déséquilibre. Et donc, est arrivé, en fait, le Covid. Et j'avais dû faire une année sabbatique pour travailler dans l'événementiel. Donc, c'était quand même cool parce que même si j'étais paumée, j'avais quand même trouvé un truc qui me correspondait. Je travaillais dans l'événementiel, l'organisation d'événements. Et j'avais organisé le concert, justement, de Dadju à Montréal avec un ami qui m'avait recruté pour ça. Et ça s'était... super bien passé et c'était littéralement le 20 ou attends peut-être entre le 10 et le 20 février 2020. Donc c'était vraiment genre une semaine après il y avait Covid, tu vois. Enfin, genre, vraiment c'était en plein pendant et donc moi en fait on avait avec cette personne-là on avait plein de concerts planifiés et organisés et moi ma carrière elle était tracée même si j'étais paumée au moins je savais que j'allais dans l'événementiel. En plus je travaillais avec des stars, j'étais saucée, tu vois, c'était trop bien. En plus organiser des événements c'est pas un taf, tu organises tout. Tu avais des grosses responsabilités donc c'était vraiment épanouissant je trouve même si j'étais paumée et qu'il y a plein de trucs qui n'allaient pas dans ma vie mais à l'époque je le voyais pas parce qu'en fait tu sais je sais pas comment t'expliquer quand t'as tout qui est tout rien ne va mais ça passe. Jusqu'à ce qu'un jour, t'enlèves un truc et tout s'effondre, en fait, tu vois. C'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Anyway. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que, donc, juste après cet événement-là, je suis partie au Mexique. Et Covid est arrivé. J'ai dû rentrer en panique parce qu'ils fermaient les frontières au Canada. Et c'est là où, en fait, du coup, je me suis retrouvée enfermée, isolée au Canada, toute seule. Ouais, en plus, c'était l'hiver, il fait moins 40, laisse tomber. Et donc, il y a eu plein d'événements, en fait, qui se sont enchaînés. Du coup, j'ai perdu mon travail. C'était quand même le gros... parce que, en fait, à ce moment-là, on était perdus tous. On disait, est-ce que l'événementiel, ça va reprendre un jour? Qu'est-ce qu'il en est du monde? Et donc, toutes mes chances de travailler dans l'événementiel ont disparu. Alors que moi, j'étais persuadée que je ferais ma carrière là-dedans. Et donc, ça a été le premier truc qui a été vraiment compliqué. Bon, après le fait d'être toute seule à l'autre bout du monde depuis je sais pas combien de temps, bref, il y a plein de trucs qui n'allaient pas. Et ensuite, donc il y a une succession d'événements qui se sont produits négatifs. Mais vraiment, il y en a eu plein, donc je sais même pas si je vais réussir à toutes les... En fait, ça va. Là, le problème, c'est que tout est arrivé en même temps. En plus, j'étais paumée, je broyais du noir chez moi, tu vois. Donc, c'était vraiment rien qu'à l'aide. Donc, j'ai commencé à sortir avec un mec vraiment très toxique. Et ça a été l'événement qui a déclenché d'autres événements comme des gros conflits avec mes amis de l'époque, mais qui, en fait, j'ai réalisé n'étaient pas mes amis, tu vois. Comme une sorte de harcèlement où, genre, ils se liaient un peu contre moi. C'était vraiment très bizarre. Donc, c'était un truc de plus quand déjà tu te sens seule. Donc déjà sortir avec lui quand j'étais déjà seule, je me suis attachée en fait dans une relation extrêmement déséquilibrée. Voilà, à quelqu'un parce que j'avais que ça en fait à quoi me rattacher et j'étais vraiment très déséquilibrée. Il faut comprendre que genre aujourd'hui ça me paraît être une autre vie, un autre moment de ma vie. Jamais de ma vie aujourd'hui je pourrais me laisser comment dire. Aujourd'hui je m'aime trop pour faire des trucs comme ça. Et à l'époque je ne m'aimais pas. Donc déjà et quand tu ne t'aimes pas, tu te laisses justement entrer dans des relations toxiques de ce type-là. Et bref, il y a eu plein de trucs. J'ai perdu mon grand-père, qui pour moi était, vu que j'ai perdu ma mère, et mes grands-parents en fait m'ont plus ou moins élevée pendant quelques temps. Donc c'est quelqu'un de très proche. Ça a été vraiment très difficile et je pouvais pas rentrer en France parce que j'avais des problèmes de permis de travail. Donc, ensuite, j'ai été refusée de mon master parce que je me suis dit finalement je vais faire mon M2. Donc j'ai postulé dans un M2 qui était quand même assez réputé à Montréal, mais j'avais pas des mauvaises notes, je méritais pas de me faire recaler là. Donc j'ai été recalée. Donc j'ai commencé à remettre toute ma vie en question, plus une succession, tu vois, d'événements. J'avais plus d'argent parce que je pouvais plus travailler, j'avais des problèmes de permis, plus des machins. Donc en fait, à tous les niveaux de ma vie, il y avait rien qui allait, que ce soit amical, financier, amoureux, dans ma famille puisqu'il y a eu un décès, plus au niveau même des papiers, l'administration, l'administratif. Il y avait rien qui allait. Je pourrais pas te citer un truc qui était positif dans tout ce bordel, tu vois. Il y avait Covid en plus, j'étais toute seule. Et du coup, j'étais toute seule à l'autre bout du monde et le seul truc que j'avais c'était mon ex malade, le malade mental, tu vois, je l'appelle comme ça. Donc voilà, et du coup ça a fait que je suis forcément au bout d'un moment j'ai commencé à faire une grosse dépression et c'était arrivé en fait à un stade
Surtout du coup à cause de mon ex, parce que lui il était vraiment, il m'a fait fouit, tu vois, ça a été le coup de, de plus. Et en fait c'est arrivé à un stade où en fait j'avais tellement mal mentalement que j'en étais arrivée à avoir mal physiquement. Ah oui, ça c'était... Voilà, et physiquement. Donc, donc, je n'arrivais plus à manger, je n'arrivais plus à rien faire, j'étais extrêmement faible. Et en fait, genre, j'avais tout le haut de mon dos qui était bloqué. Donc, je pouvais m'allonger sur le lit, comme ça, sans coussin, rien, juste à plat. Et j'allais avoir mal. Genre vraiment de douleurs atroces, comme si tu avais tout le haut de ton corps, que je pouvais rien faire. J'avais tout le temps mal, en fait, ça me lançait. Et parce qu'en fait, j'avais tellement intériorisé ma souffrance que du coup, j'avais des symptômes physiques, tu vois. Forcément, ton corps, il te parle. Ouais, donc, c'est ça. Mais je faisais de l'hyperventilation. Je me rappelle à un moment, mon ex et moi, on ne faisait que rompre, se remettre ensemble, rompre. Tu sais, vraiment la relation toxique, ça allait pas du tout. Ouais. Et un jour, j'étais partie manger avec une copine et j'avais croisé sa voiture, j'avais fait une crise d'angoisse. Ah genre, oui, il était passé carrément. genre du resto comme ça. Lui, il m'avait pas vu, hein, mais moi, j'avais. Je pouvais plus respirer. Genre, vraiment fada. Vraiment. Ouais, non, mais c'était n'importe quoi. Et bref, du coup, pour plein de raisons, j'ai vraiment fait une grosse dépression. Genre, je n'arrivais plus à parler à personne, je n'avais plus d'amis, j'étais complètement isolée. Enfin, je faisais de l'hyperventilation, du stress. Je pouvais même plus regarder la télé. Genre tellement j'étais préoccupée. C'était horrible. Et donc, un jour, il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Un truc en rapport pareil avec mon ex qui m'a dit on fait une pause. Bref, malade. Et moi, en fait, ça a été le truc qui a fait que là, j'ai dit ok, ça peut plus durer. Je me rappelle, j'ai pleuré non-stop. Je me rappelle, je pleurais matin, midi, soir. Mais ces 2 semaines-là, j'ai pleuré tout le temps, genre H24, en l'occurrence. Et là, je me suis dit, ok, mais ça peut plus durer, il faut vraiment que je me soigne. Donc, je suis partie voir un médecin, parce qu'avant, j'allais voir des psys, tu vois. Mais là, j'ai dit, il faut que j'aille voir un médecin, parce que là, c'est physique ce que j'ai. Et en fait, il m'a donné je lui ai demandé, je lui ai dit, là, je peux plus, il faut que vous fassiez quelque chose, parce que je n'arrive plus, en fait. Et il m'a donné des antidépresseurs, à l'époque, les plus faibles qu'il y avait. Parce que en fait, je connaissais quand même de près de loin le sujet, et je voulais pas devenir dépendante à ça. Et de toute façon, je suis pas de nature à être dépendante des choses. Donc ça va, j'ai de la chance. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui ont une prédisposition à être accro à des choses. Moi, c'était pas mon cas. Bref, et du coup, prendre ça, en fait, ça a été le début de mon rétablissement. Il y a plein de gens, tu vois, qui un jour prennent ça et qui n'arrêtent plus, tu vois, qui n'arrivent pas à se relever, à aller mieux. Mais moi, ça m'a vraiment énormément aidée. J'ai commencé à prendre ça. Ça a changé vraiment J'avais moins mal, du coup, je me sentais mieux. Et ça m'a permis ensuite de mettre tous ces moments-là à profit. Et donc, j'ai commencé à m'auto-analyser pour comprendre comment faire pour aller mieux. Donc, en fait, il y a plein de trucs qui sont passés, en gros, pour vaincre, enfin sortir de ça. J'ai fait une coupure avec toute ma vie. J'ai dit, ok, je me casse. Ah oui, je suis partie au Mexique. Je suis partie au Mexique sur un coup de tête. On devait être en novembre, je crois. Novembre 2020. Donc, tu vois, ça faisait déjà 1 an qui s'était écoulé. J'ai dit, je m'en fous. Parce qu'en fait, en plus, pendant le Covid, les gens qui disaient, ouais, t'es égoïste, tu pars en vacances, alors que machin. Moi, j'ai dit, je reste là, je vais mourir. Donc, t'avais plus rien à perdre. Ouais, voilà, exactement. En fait, c'est ça, j'avais plus rien à faire, j'étais au pied du mur. Donc, je suis partie au Mexique avec mes antidépresseurs, mes machins. Et je me rappelle, je sais plus si c'était avant ou après, mais je me rappelle avoir lu un livre qui m'a vraiment sauvée, moi, parce qu'en fait, le parcours entrepreneurial comme le parcours personnel, pour moi, c'est intrinsèquement relié, tu vois. Et la manière dont tu vas te considérer va jouer énormément sur la manière dont tu vas réussir. Et moi, j'étais quelqu'un qui ne m'aimait pas. Et tu ne peux pas réussir dans la vie si tu ne t'aimes pas, ce n'est pas possible. Les choses n'arrivent pas par chance, c'est à toi de provoquer ta chance. Sauf que tu ne peux pas le faire si tu n'as pas confiance en toi parce que tu ne t'aimes pas assez. Et en fait, ce livre que j'ai lu, il s'appelle Le syndrome de Tarzan. Et vraiment, c'est... Je ne connais pas du tout. Mais il n'est pas connu. Et c'est une copine qui me l'a recommandé. Elle me disait, il faut que tu lises ce livre, il faut que tu lises ce livre. Et moi, je ne lisais pas. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, mais pourquoi je n'ai pas lu ce livre avant? Parce que comme je t'ai dit, j'étais quelqu'un de très déséquilibré. Et ça m'a permis de comprendre que j'étais déséquilibrée. Déjà, c'est un truc que je n'avais pas capté, tu vois. Je n'avais pas mis des mots dessus. Et c'est quelque chose qui m'a permis de comprendre qu'en fait, on n'est pas dans des relations déséquilibrées si nous-mêmes, on n'est pas quelqu'un de déséquilibré. Et donc, la première étape, ça a été de comprendre la situation, de l'accepter et ensuite de mettre des mots dessus. Et ce livre-là, il m'a vraiment aidé à comprendre, tu vois, qu'il existait des gens qui étaient des trous noirs affectifs. Mais ce n'était pas juste amoureux. Dans les relations de manière générale, il y avait des gens qui prennent tout et des gens qui donnent. Et que la majorité des gens sur cette planète sont déséquilibrés. Et que du coup, quelqu'un d'équilibré n'ira jamais vers quelqu'un ou dans des relations déséquilibré. Et du coup, c'est ce livre-là qui a fait un peu le déclic chez moi. Et ça, plus le fait donc je suis partie au Mexique et dans la piscine, genre le 2e jour, moi j'étais traumatisée. Faut comprendre que j'étais vraiment
pas la personne que je suis aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, j'ai à nouveau des amis, tu vois. Donc, à l'époque, j'étais seule, j'avais peur des gens, j'étais traumatisée, je n'arrivais pas à parler aux gens, je n'arrivais pas à manger, j'étais un zombie, tu vois. Et donc, le deuxième jour, et du coup, c'est pour ça que je suis partie toute seule, prendre du temps pour moi, parce qu'en fait, c'est ça, c'est faire des choses pour soi, tu vois. Et donc, je suis partie, je vais dans la piscine le deuxième jour. Déjà, changer de passer de Montréal et son temps et sa grisaille là au soleil, Ah bah là, déjà, ça a dû tout changer, là. ouais, déjà, ça faisait du bien, tu vois. Mais j'étais toujours traumatisée. Calme-nous. Faut que ça aille un peu, tu vois, c'était un peu long. Et donc, ce deuxième jour, dans la piscine, j'ai rencontré une personne qui juste m'a parlé. Genre, comme ça, déjà, il m'a parlé. Moi, j'étais traumatisée. Fallait pas trop me parler, mais j'ai écouté. Et en fait, il me demandait, il m'a dit ce qu'il faisait dans la vie. Et donc, il m'a dit, donc, je suis coach business, je gagne 200 000 euros par an et je voyage tout le temps. Et moi, on est en 2020, je savais même pas que ça existait, coach business. Je savais même pas que ça existait, coach tout court, en fait, que tu pouvais faire du business en ligne. C'était, en fait, le simple fait que quelqu'un me dise ça, ça m'a ouvert au champ des possibles. Parce que je ne savais pas que ça existait. Et donc, en fait, c'est un concours de circonstances, le timing, c'est tout, le fait que j'ai commencé à comprendre ce qui m'arrivait, à travailler sur moi, à aller mieux, à me soigner, à ouvrir justement mon champ des possibles. Et j'étais tellement au plus bas dans ma vie que je dis, de toute façon, je n'ai plus rien à perdre. Et ça a été le déclic pour moi. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, tu sais quoi, ça fait des années que moi je fais du community management, des machins, des projets, je fais de la com toute ma vie, entre guillemets, tu vois. Sur les réseaux sociaux, j'ai toujours su gagner des abonnés, la preuve étant dans le passé. Je suis bonne naturellement là-dedans. J'ai rien à perdre, je me suis lancée. Et en fait, du coup, je suis rentrée. J'ai rallongé mon voyage du Mexique d'une semaine, histoire de me dire, vas-y, je vais rester, histoire de continuer de prendre soin de moi. Et de là, déjà, j'avais mis toutes mes dernières économies en plus pour le voyage. C'était vraiment la hesse, hein, vraiment. Ah ouais, C'était en mode la dernière chance. Et du coup, c'est en rentrant de ce voyage-là, je crois que j'ai lancé je me suis dit, quand je rentre, je me lance. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai créé mon Instagram, j'ai lancé mon site en 3 jours top chrono. Wow. Et j'ai commencé à publier sur les réseaux sociaux. Et en fait, donc, officiellement, je me suis lancée le 20 décembre 2020. Donc, c'est vraiment pas une date en plus qui est clé. C'est genre vraiment Noël, tu vois. Et je me rappelle, du coup, même après tout ça, en l'espace de 2 semaines top chrono, j'avais trouvé mon premier client. Et en fait, en l'espace de 3 semaines, j'avais gagné mes 1000 premiers abonnés. Et on est en 2020. Et en fait, le seul truc que j'ai fait, c'est focus toute mon énergie à me développer personnellement, à croire en moi, à croire à mes projets. Sachant qu'entre-temps, j'avais aussi été prise à l'Université de Montréal, finalement, après avoir... voilà. Et du coup, j'ai lancé tout en même temps. Et tout est allé super vite. Et vraiment hyper vite. C'est-à-dire que mes résultats sont même allés plus vite que moi, mon état mental. Parce que moi, j'étais brisée à ce moment-là. Et donc, je me réparais, je me soignais, mais c'est tellement difficile quand j'arrivais pas à facturer, j'ai mis du temps à facturer à ma juste valeur, mais au bout d'un moment, j'avais pas le choix, j'ai eu tellement de demandes que j'étais obligée d'augmenter mes prix, parce que sinon, en fait, tout est allé super vite, c'est-à-dire que, donc en fait... ça s'est fait rapidement. Hein. Ouais, en fait, je me suis lancée, j'ai cru en moi, et avec mes connaissances, bien sûr, je ne suis pas partie de rien, parce qu'il y a des gens, quand ils se lancent, il faut... Et une prédisposition à tout ce qui est... c'est pas analyse de l'humain, c'est empathie. Tu vois, et en fait, dans le personal branding, quand tu aides des gens à développer leur personal branding, il faut être empathique, parce que tu ne peux pas comprendre, en fait, ce qui peut correspondre à quelqu'un, ou comment pensent les gens, ou ce que font les gens, si... Tu ne les comprends pas, en fait, tout simplement. Donc voilà. Tout ça a fait que je me suis lancée du coup en tant que coach Instagram. J'ai eu mon premier coaching au bout de 2 semaines. J'ai eu plein de choses qui sont arrivées. 3 semaines, mes premiers 1000 abonnés. Et en fait, j'ai gagné mes premiers 10 000 euros par mois, peut-être entre 6 et 8 mois après m'être lancée. Ah oui, quand même. Et en fait, j'avais tellement de demandes. Grâce au bouche à oreille, grâce à plein de trucs, en fait, assez rapidement, et tout ça grâce, du coup, au fait que je me suis lancée sur les réseaux sociaux et que j'ai investi sur moi et que j'ai cru en moi, que, du coup, entre-temps, j'ai lancé mon agence de communication, peut-être quelque chose comme 4 mois après m'être lancée, et c'est ça qui a fait un gros boom, en fait, aussi, puisque mon agence de com, aujourd'hui, elle existe, enfin, pour t'expliquer, donc je gagnais mes premiers 10 000 euros par mois au bout de genre, peut-être 8 mois après m'être lancée, ce qui est quand même beaucoup pour quelqu'un qui part de zéro, qui avait zéro connaissance. De bénéfices nets, voilà, et mes premiers 10 000 abonnés par mois au bout d'1 an. Et après, ça a fait que s'enchaîner. Donc, j'ai sorti ma formation qui m'a permis de faire, je sais même plus quand c'était, peut-être 1 an et demi après m'être lancée, où j'ai peut-être fait 10 000 euros en 30 minutes, c'est un truc que j'avais jamais fait avant, tu vois. Et après, je crois que j'ai gagné mes premiers 100 000. En fait, ça a été super rapide. J'ai fait 10 000, 20 000, 30 000 abonnés, et après 30 000 à 50 000, 50 000 à 100 000. Mais sauf que moi, derrière, je suivais pas, tu vois. Moi, j'étais toujours... Parce que je me soignais, mais en 1 an et demi, tu peux pas soigner toute une vie de déséquilibre, tu vois.
Et il y avait plein de choses. En fait, j'étais désalignée, je savais plus où j'allais parce qu'en fait, j'ai atteint mes objectifs tellement vite que après, j'avais plus de next step. Je savais pas ce que je voulais faire après. Je savais même pas si je voulais rester dans le même truc. En fait, c'était là. Bon, bref. Du coup, j'ai fait une sorte de burn-out, de désalignement parce que je sais. C'était rapide. Ouais, c'est ça. En fait, il y avait un burn-out créatif déjà parce que du coup, plus le fait que le burn-out était lié au fait que j'étais désalignée, plus le fait que je savais plus où est-ce que j'en étais, plus le fait que aussi j'ai travaillé tellement beaucoup et intensément que je me suis dit, en fait, il y a un problème, c'est que je suis désalignée parce que je travaille trop par rapport à moi, ce à quoi j'aspire. Je ne travaille pas pour gagner le plus d'argent possible. Je travaille pas pour prouver aux gens, machin. Je travaille juste pour être libre. Et c'est quoi être libre? C'est me lever à l'heure que je veux, travailler quand je veux, faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Et c'était pas le cas de ma vie. Ma vie, c'était travailler tout le temps, travailler. Ouais. Et du coup, cette année que j'ai pris après, ça m'a permis de tout rééquilibrer, d'aller plus lentement dans mes business, d'avoir moins de messages. J'avais trop de messages, j'avais 5000 abonnés et je n'arrivais pas à répondre à tout le monde. Il y avait rien qui était... En fait, c'était pas pour moi, tu vois. C'était pas le moment, c'était pas... Aujourd'hui, je pense que je serais prête à accepter tout ça. Mais je sais même pas si j'en ai réellement envie parce que moi, je suis tellement heureuse dans le fait de gagner, par exemple, 10, 20, même 30 000 euros par mois, ce qui est déjà très, très bien. Mais d'être vraiment libre, tu vois, genre de voyager quand je veux, où je veux, de m'acheter ce que je veux, sans regarder les prix, c'est ça la vraie liberté. Et je sais, je vois des gens qui gagnent beaucoup plus d'argent que moi, ils passent leur vie à bosser. Moi, ça m'inspire pas du tout. Et je le dis pas comme critique, parce que chacun, en fait, les personnes branding doivent venir servir nos objectifs. Et tout ce que nous, on fait dans la vie, ça doit être pour nous, ça doit pas être pour les autres. Donc s'il y a des gens, ils aspirent à ça, c'est ça qui les fait vibrer, et même ils veulent être multimillionnaires, franchement, je leur souhaite tout le meilleur. Mais moi... c'est pas ce que tu veux. Si je peux, tant mieux. Mais si ça me demande de travailler plus, je suis pas flemmarde. Hein. Je sais, si je dois bosser, je bosse. Et je suis très bonne dans ce que je fais. Mais je te dis, il faut juste avoir s'aimer assez, avoir assez confiance en soi, être assez sûr de soi pour se dire. Oh, j'ai pas besoin de faire des choses pour prouver des choses aux gens. J'ai pas besoin de faire En fait, je vis pour moi. Je fais les choses pour moi. Et du coup, ces dernières années. Plutôt cette dernière année et demie, on va dire, puisque ça fait 3 ans que je me suis lancée, j'ai fait que kiffer ma vie, vraiment. Et j'ai fait que bosser. Et mon agence, elle est hyper pérenne. J'ai lancé une deuxième agence et je gagne plus ou moins bien ma vie. Je démois un peu plus haut que les autres. Enfin, c'est sûr que je gagne au moins 1, 2, 3, 4, 5 chiffres minimum par mois, ça c'est sûr et certain. Mais je ne fais pas les choses pour, comme je dis, pour juste l'apport financier. Je le fais parce que là, par exemple... j'étais depuis le début de l'année, je sais même pas ce que j'ai fait. Je crois que j'étais à Dubaï, je suis allée en Thaïlande, je suis allée à Singapour, je suis retournée en Thaïlande, je suis retournée à Dubaï, je suis allée en Chine. J'étais où là juste avant de venir? Je suis allée au Vietnam. Je sais même pas ce que j'ai fait et j'ai fait que bosser. Et mon agence, elle n'arrête pas d'avoir des clients, des demandes de clients entrants, des gens qui sont satisfaits. Et en fait, c'est pas parce que je suis juste chef d'entreprise. Parce qu'il y a des gens qui me disent, on m'a déjà dit oui, mais c'est parce que justement, tu es à la tête d'une agence. C'est pas vrai. Je bosse quand même énormément. C'est juste que ma charge de travail, je l'ai... pour toutes les personnes dans mon agence, parce que c'est tout le monde pareil, c'est pas que moi, on l'a tous modulé pour savoir qu'on sait que si on travaille plus, on gagnera plus. Mais on est bien comme ça. Tu vois, c'est pas en alignement avec qui t'es, quoi. Ouais, voilà. On sait tous que si on bosse plus, qu'on a plus de clients, on va travailler plus. Et ça paraît cohérent, en vrai. Il y a des gens qui te diront, oui, mais tu pourrais juste charger plus et garder le même truc de clients et travailler autant. Moi, je suis alignée, je suis très bien comme ça, tu vois, genre ça me correspond. Et du coup, pour l'instant, c'est là où on en est. Et donc, mais à côté, j'ai plein de projets qui avancent, il y a plein de choses que je remets en place. Et ça prend du temps. Et je te dis, ce qui est super important, et surtout par rapport à la manière dont les gens entreprennent aujourd'hui, c'est... moi, je saute pas les étapes, je suis pas pressée. Aujourd'hui, le plus important, c'est que je sais où je vais, ce qui n'était pas le cas avant. Je sais pourquoi je fais les choses, je suis sûre de pourquoi je suis là. Donc, la vie, ça se fait par étapes. Je me suis lancée, c'est allé super vite, j'ai pété les scores, c'était fabuleux. Après, ça n'a pas suivi. Après, j'ai fait une année de pause qui aurait pu être vue comme quelque chose de négatif, tu vois. Alors qu'au final, j'ai jamais été autant heureuse qu'à ce moment-là. Et justement, j'ai retrouvé de l'équilibre parce que je ne l'avais pas. Mais par contre, je reste persuadée que quand on se lance, il faut un peu de déséquilibre quand même. C'est important parce que tu ne peux pas juste réussir sans travailler beaucoup. Là. Donc, il faut être déséquilibré à un moment, tu vois. Et tu sais quoi, je suis persuadée que quand tu es entrepreneur, tu as besoin de moments de déséquilibre. Tu peux pas tout le temps, c'est compliqué, tu vois. Sinon, je pense que c'est vraiment... En tout cas, si tu veux aspirer à faire de grandes choses, c'est un peu compliqué quand même. C'est compliqué, il va falloir faire des sacrifices à un moment. Oui, voilà, exactement. Mais donc voilà. Et donc cette période-là, donc je reprends petit à petit. Je vais recommencer à publier sur les réseaux sociaux. Je vais faire de la pub. Je vais recommencer à vendre mes trucs. Je fais mes machins.
tout va bien, je sais pas, enfin tu vois, on n'est pas stressé et moi c'est ça qui m'a aussi qui me prenait le plus et il y a un truc, moi le stress ça me bouffe, tu vois, et donc j'ai dit je veux pas vivre une vie de stressé, je veux être zen et donc c'est à ça que j'aspire. Alors ça m'empêche pas que là par exemple, typiquement au moment où on se parle, j'ai des gros problèmes à gérer, ça me saoule parce que forcément j'ai une agence, tu vois, je suis pas non plus... Oh, je vends pas non plus du rêve, il y a beaucoup de travail. En ce moment, j'ai des trucs trop chiants qui me gonflent. Je regarde mon téléphone, je suis... Tu vois, genre, ça me saoule. Mais ça fait partie du truc. Et je kiffe le process. Et j'aime tout. Et je travaille avec une équipe qui est fabuleuse. Et j'adore tout ce que je fais. Et tout est cohérent. Et tout est aligné. Mais... Et je suis sûre que ça va... Voilà, il va y avoir toujours des hauts, des bas. Ça va peut-être monter, ça fait partie machin. de l'entrepreneuriat. Hein. Mais c'est ça. Et le plus important, c'est de prendre soin de sa santé mentale. Ouais, c'est vrai. Et je pense que tout est lié, corrélé. Enfin, voilà. Ouais. Bon, bref, je fais un monologue. Je vais te parler 2 minutes. Je t'ai parlé 20 minutes. Quoi, n'importe quoi. Ouais. Bah, merci déjà de partager tout ça. Mais oui, en fait, tu as eu une ascension fulgurante et tu n'as pas suivi, je pense, mentalement. Enfin, ça a été trop de pression pour toi. Et du coup... Mais je sais même pas si je voulais. Tu vois, parce que je te dis, ça va de pair avec le fait... Moi, l'entrepreneuriat, je connaissais pas. Au bout d'un an et demi après m'être lancée, j'avais jamais entendu parler de ça avant de m'être lancée. C'est comme si... j'étais pas prête, je ne m'autorisais pas aussi et après comme je dis il y a pas que ça, il y a un tout avec le fait que aussi ce que je voulais réellement, je me posais sincèrement la question, est-ce que j'ai envie de mettre toute cette énergie dans le travail alors je sais même pas si réellement c'est moi qui le veux ou si c'est parce que tout le monde me dit que l'étape d'après c'est d'aller scaler, faire ci, faire ça, alors que c'est dur, tu vois, quand tous les entrepreneurs ils font que te juger par rapport au salaire que tu vas gagner, par rapport à oui c'est ça, combien t'as d'abonnés, tes machins, tes trucs et je le vois, moi j'ai l'impression qu'on va me donner moins de considération parce que je dis pas que je gagne 1 million par mois, mais c'est dur de faire comprendre à quelqu'un, dit écoute, moi volontairement, et pas parce que je suis nulle, et Dieu sait que vraiment j'ai le potentiel pour faire plus, je sais que je veux pas être stressée, que je veux ça, que je suis alignée avec ça, et de passer au-dessus du fait de se dire, bah tant pis si on va moins me considérer, parce que justement, je ne gagne pas plus d'argent. Et en fait, je ne veux pas raisonner avec ces gens-là. Si les gens s'il y a des gens qui me jugent par rapport à combien je gagne, c'est que ce n'est pas eux. Comme on dit, they're not my people, tu vois. Ce ne sont pas mes gens. Donc voilà. Mais c'est important le discours que tu dis, hein. Merci pour ça d'ailleurs, parce que y en a beaucoup justement qui pensent qu'être millionnaire, vivre à Dubaï, avoir une Rolex, plein de voitures, c'est le but de la vie. En fait, t'es pas aligné avec ça. Hein. Il y en a plein qui sont pas alignés avec cette vie-là. Et c'est important de savoir ce que tu veux. Enfin... Oui, moi, je suis une adepte du pas de productivité toxique, slow business. On est à notre rythme et on s'écoute. Et on peut s'écouter et avoir des résultats de dingue, tu vois. Et après, moi, je considère pas que j'ai des résultats non plus exceptionnels, mais... Je pense que c'est suffisant en fait pour être heureux, tu vois. Genre déjà, si moi je suis heureuse et qu'après plein de gens qui ne sont pas heureux, bah ça vaut beaucoup plus, tu vois, que tout. Et tu penses quoi d'ailleurs de cette productivité toxique aujourd'hui qu'on voit sur les réseaux par rapport à l'entrepreneur qui doit toujours travailler plus, toujours plus d'objectifs Moi je trouve que ça s'est calmé. Parce que quand je me suis lancée, c'était vraiment la foire. C'est vrai. Ouais, et il y a encore 1 an et demi, c'était le pic de ça. Mais en fait, les gens sont de moins en moins... En fait, ça va vite. Hein. Les business évoluent. Les gens sont de plus en plus enclins ils résonnent de moins en moins avec ce genre de discours. Et du coup... ça n'empêche qu'il y a quand même toujours des gens comme ça. Ce serait bien que ça n'existe plus du tout, mais c'est beaucoup moins qu'avant. Au contraire, aujourd'hui, on va favoriser, je pense, les discours plus honnêtes et plus réalistes. Mais bon, il y a toujours une partie où il faut vendre quand même un peu de rêve, parce que c'est le fait de rêver qui nous drive, tu vois. Bien sûr. Il faut juste un juste milieu, en fait. C'est ça le plus important. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de juste milieu. Ils sont trop excessifs, ils sont trop... tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Je pense que l'excès, de manière générale, et pas juste dans le business, c'est très néfaste. Ouais. Tout. Trop manger, trop boire, trop travailler, trop être too much, être trop extrême. C'est pas bien. Ouais, c'est vrai. Mais il faut un équilibre, hein. C'est important. En tout cas, c'est inspirant ce que tu dis. Merci. Parce que ça se voit que vraiment tu t'écoutes et t'es aligné avec qui t'es aujourd'hui. Et ça, c'est super important. Je trouve que c'est le plus important pour moi. C'est être heureuse, quoi. Donc, Merci, oui, voilà. Et d'ailleurs, pour ceux qui savent pas, c'est quoi le personal branding ? C'est quoi le personal branding aussi ? Le personal branding, c'est le fait de communiquer autour de soi dans le but d'atteindre ses objectifs. Je vais l'appeler ça comme ça, mais en gros, comme son nom l'indique, personal branding personnel, voilà. Ouais. On comprend ce que ça veut dire. Mais qu'est-ce qui peut être intéressant, c'est de bien expliquer et préciser que
il est différent pour tout le monde. Il est personnel. Et il a pour but de nous permettre d'atteindre nos objectifs. Et chacun a des objectifs de vie différents. Tu peux développer ton personal branding si tu veux juste vivre de ta passion, comme si tu veux gagner des millions, voire même des milliards. Tu vois, il peut se moduler de toutes les manières du monde. Et en fait, le personal branding, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que, en fait, il faut bien comprendre, dans une société où le monde est saturé, à compétences égales, qu'est-ce qui va nous différencier? C'est nous. Et c'est ça que le personal branding, réellement, il permet de faire. Et aussi, il a 1 million, on sait aujourd'hui, de bénéfices. Il nous permet de s'attirer à nous de nouvelles opportunités qu'on n'aurait jamais pu avoir. Et moi, je prends souvent cet exemple franchement, même si demain, tu es le meilleur dans ton secteur, bah, y a une différence entre ceux qui ont le savoir-faire et ceux qui le font savoir, tu vois. Et du coup, c'est bien si tu as les deux, mais face à quelqu'un qui le fait savoir, cette personne-là, elle aura toujours un... Quand tu dis la personne, elle est... C'est pas grave, t'inquiète. Elle a une marge d'avance en plus. Une marge d'avance, ouais. Okay. J'ai oublié le mot. Et voilà. Mais du coup, en gros, c'est ça. Je le fais rapidement. Ok, super. Bah, merci beaucoup pour ton explication. Et d'ailleurs, c'est quoi, toi, un peu tes prévisions par rapport aux réseaux sociaux pour 2024, 2025? C'est quoi un peu les tendances qu'on voit en ce moment? Alors justement, j'ai sorti un module en octobre dernier, donc 2023, dans ma formation, que par rapport à ça, qui s'avérait 100% vrai. Donc je peux dire ce que... Je me rappelle plus exactement, parce que alors là, je l'ai vraiment fait il y a longtemps, mais il y a un truc vraiment spécifiquement qui m'avait marqué. C'était, je pense... il y en avait 3 sur lesquels j'avais fait l'accent, mais en gros, on va résumer ces 3-là à le retour au vrai. Parce qu'en fait, on en a marre que tout soit surfait, dans des buts qui sont faux. Tu sais que, en fait, on est dans le retour du focus sur de l'authentique, du réel, et un retour sur vraiment un focus sur la communauté et créer vraiment des relations avec des gens. En fait, si on veut réussir sur les réseaux sociaux, faut pas se dire comment je fais pour avoir plus d'abonnés, mais faut se dire comment je fais pour réellement raisonner avec des gens. Et en fait, il faut le voir comme quand on veut se faire des amis. Tu ne deviens pas ami avec quelqu'un du jour au lendemain. Et quand tu développes ton personal branding, c'est pareil. C'est que tu ne vas pas moduler ta communication pour plaire aux autres. Tu vas moduler ta communication en fonction de toi pour trouver des gens qui résonnent avec toi. Et donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que maintenant que tu as trouvé ces gens qui vont résonner avec toi, tu ne peux pas te rapprocher d'eux comme ça. Ça prend du temps. Ça prend comme quand tu construis une relation avec quelqu'un. Donc, on se refocus sur la communauté, sur le réel, sur les gens. Et en fait, tu peux avoir même peu d'abonnés et cartonner. Et avoir des vraies relations et impacter vraiment les gens. Et avoir beaucoup d'abonnés, être un nobody, en fait. Aujourd'hui, il faut surtout se détacher du nombre d'abonnés. Super important. Et même du nombre de vues, de manière générale. Ça, c'est difficile. Hein. Mais moi, attends, il y a même encore quelques jours, je voyais quelqu'un qui disait... oui, aujourd'hui, ce qui est important, c'est le nombre de vues, pas le nombre d'abonnés. Je dis, mais non, aucun des deux n'est important, en fait. C'est l'impact. En fait, il faut mesurer. Et ça, les gens, ils sont fâchés parce qu'ils n'ont pas de trucs factuels. Ça les énerve. C'est vrai. Qu'on leur dise, oui, c'est pas les vues, c'est pas les machins. Il n'y a pas de... Tu sais, c'est pas comme le marketing ou ROI, machin. Tu verrais, tu as des statistiques, tu as de la data. Non, il faut mesurer l'impact que tu as sur les gens. C'est difficile. Comment tu mesures l'impact que tu as sur les gens? Mais ça, c'est beaucoup plus un indicateur que ton nombre de likes, que ton nombre d'abonnés, que ton nombre de machins. C'est, par exemple, quelqu'un qui me dit, tout à l'heure j'étais au téléphone à quelqu'un, il m'a dit, je t'ai connu il y a 3 ans sur les réseaux sociaux. Il me contacte aujourd'hui. Tu sais que tu l'as impacté, cette personne-là. Est-ce que je ne savais même pas, elle n'est pas abonnée à moi, elle ne m'a jamais écrit avant, mais elle t'avait dans le coin de la tête, et le jour où elle a eu besoin de toi, elle a pensé à toi. C'est ça, entre guillemets, impacter quelqu'un. Et ça peut être dans tous les domaines. Tu peux avoir peu d'abonnés, et il y a même des gens que je sais qui c'est, alors que je ne les suis pas. D'ailleurs, ça m'énerve de voir toujours dans ma For You page, tu vois, sur TikTok. Et il n'y a pas de règle, en fait, par rapport à ça. Il faut mesurer l'impact. Et vaut mieux dire des choses qui parlent à moins de monde et être convaincu de ce qu'on dit et être aligné. Moi, il y a un conseil, le conseil numéro 1 que je donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans la création de contenu pour développer son personal branding. Il faut absolument trouver un moyen que ça ne soit pas une corvée. Si c'est une corvée, ça marchera jamais. C'est sûr et certain. Et donc, du coup, tout le travail, déjà, il se fait en amont sur comment est-ce que je fais pour avoir, du coup, une stratégie avec laquelle je suis alignée, ou alors comment est-ce que moi, je me mindset, je sais pas comment je pourrais dire, pour
apprécier plus le process. Il y a un travail en amont qui est énorme sur ça. Si créer du contenu, c'est une corvée, tu y arriveras jamais. Ça marchera jamais, c'est impossible. Donc voilà. Ok, bah merci pour ça du coup. Et donc tu penses qu'il faut être soi-même aujourd'hui si on veut réussir sur les réseaux sociaux? Oui, mais après, être soi-même, comme t'en doutes, ça veut tout et rien dire, tu vois. Il faut sélectionner quand même. On fait le pont entre nous, tout ce qu'on est, et qui on veut être, quand même, un minimum, sans s'inventer une vie. Donc, tu vois, il y a un pont, un entre-deux quand même à aller trouver. Mais le problème de tout ça, c'est que ça se fait pas comme ça. Il faut faire des tests. Le nombre de fois où on a fait des stratégies de gens qui étaient persuadés que c'était ça qu'ils voulaient, c'était ça comme ça qu'ils voulaient être représentés, et puis quand réellement ils passent à l'action, ils se rendent compte que en fait, pas du tout, tu vois. Et tu peux pas le savoir tant que tu passes pas à l'action. Et en plus, mais ce qui est super important, moi, je pense aujourd'hui, quand on développe son personal branding, je pense que les personal branding les plus impactants et les plus forts, c'est les personnes qui ne sont pas leur business. C'est important parce que, en fait, on a tendance à penser développer son personal branding, c'est se foutre dans une niche et communiquer dans sa niche. Ça, c'est vrai, beaucoup de gens pensent ça d'ailleurs. Oui, mais tu n'es pas ta niche et tu n'es pas ton business. Il y a des cas où ça peut, si tu es 100% aligné avec ça, let's go, c'est un type de stratégie parmi d'autres, il n'y a rien à dire. Mais ce qui te rend, toi, unique, c'est toi dans toutes tes facettes. Moi, je sais que les gens que je suis le plus, c'est pas ceux qui me parlent uniquement tous les jours de ce pourquoi ils sont bons. Ça m'intéresse, bien sûr, j'ai un intérêt pour ça. Mais c'est ce qui va les rendre plus uniques. Ça va être le fait que je vois que, en ce moment, il y a un dégât des eaux chez eux. Bon, voilà. Tu vois, non, c'est tout con, mais ça va me marquer et ça va rendre la personne tellement plus... tu as l'impression qu'elle va être tellement plus proche de toi parce qu'elle vit des choses plus humaines que la personne qui fait que te donner son charabia business. Alors, il faut un mix des deux. Tu peux pas juste communiquer sur tes problèmes de plomberie, on s'entend, tu vois. Mais c'est justement... ce tout qui te rend toi est unique et différent. Et toute la difficulté, c'est OK, comment maintenant je fais pour que les gens arrivent à comprendre ce truc de moi? Et la première étape, du coup, c'est d'apprendre à se connaître. Ouais. Mais c'est compliqué. Et c'est un process qui prend du temps et c'est normal. Et pour ça, moi, c'est slow, tout va lentement. Ouais. Tu ne peux pas précipiter, là. Soit après, il y a des gens qui, naturellement, partent avec des avantages. Ils savent déjà qui ils sont, tant mieux pour eux, tu vois. Moi, j'étais paumée. Donc, tu vois, ça s'est passé par plein de process. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai fait un petit moment un burn-out parce que dans ma com, j'étais pas 100% alignée parce que je savais pas exactement, j'avais pas l'impression que c'était 100% moi. Et c'est compliqué parce qu'il faut aussi, il y a une partie, il faut assumer réellement qui tu es. Et moi, il y avait tout un moment dans ma vie où j'avais l'impression que j'avais une image qui ne me correspondait pas parce que j'étais trop lisse par rapport à qui j'étais réellement. Et forcément, au bout d'un moment... C'est exactement ce que je pense de moi en ce moment. Voilà, et en fait, forcément, t'arrives à un moment où t'es désaligné. Ouais. Et si t'es bon un peu en business, tu peux tenir même des années comme ça, parce que t'as des process qui sont mis en place, tu sais créer du contenu, etc. Mais si t'es quelqu'un de genuine, de sincère, tu vois que... Et au bout d'un moment, t'arrives à un moment où tu te dis, mais ça va pas, en fait, c'est pas moi. Mais tellement vrai. Et moi, moi, je suis quelqu'un qui a eu du mal... Je suis un peu... eu toujours des pensées... divisée. Je peux être hyper écolo, mais d'un autre côté, je vais adorer voyager en business class. La meuf, elle est trop paradoxale. Et je me dis, mais comment je fais? Et après, je me dis, mais pourquoi j'en parle pas? Parce qu'en fait, c'est ça qui fait... Il y a plein de gens pour qui sont paradoxales. Il y a plein de gens qui vont se regarder. Et c'est ce genre de choses. Bon, aujourd'hui, c'est plus mes problématiques, mais je te parle à l'époque. Et puis aussi parce que j'accompagne des centaines de personnes. Donc forcément, maintenant, j'en ai vu de toutes les couleurs. Mais c'est justement ça qui fait que... Il y avait ça, puis il y avait le fait, j'avais l'impression que je voulais avoir l'image d'une femme classe, etc. Et que je me réduisais parce que je voulais pas trop briller. Enfin, il peut y avoir tellement, en fait, de... Ouais, il y a tellement de choses. Oui, il peut y avoir tellement de choses. Et c'est pour ça que je te dis, c'est un process long terme. Et il y a personne qui est parfait. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ceux qui vont réussir, c'est ceux qui passent à l'action. Ouais. Là, au bout d'un moment, il n'y a pas le dénominateur. Voilà, le dénominateur, c'est ça. Le dénominateur commun, c'est qu'il y en a qui font et d'autres qui font pas. Bon, après, moi... personnellement, par rapport à ma situation, c'était pas que je voulais pas... J'ai pris une pause, tu vois, d'un an et demi sur les réseaux sociaux, ce qui est énorme, à peu près, voilà. Mais mon business, il est toujours pareil, tu vois. Je t'ai dit... Ça n'a pas changé, c'est fou. Ça n'a pas changé. En fait, c'est la force aussi quand tu es dans le service et que tu passes par le bouche à oreille. Ouais. Moi, j'ai énormément de recommandations, puis mon profil est quand même très bien référencé et j'ai quand même eu des années d'impact qui continuent, en fait, aujourd'hui
d'impacter. Même si aujourd'hui, je suis plus présente parce que je t'ai dit, avoir un bon personal branding, c'est pas juste communiquer. Tu peux communiquer, avoir aucun impact, mais c'est quand des gens, même 1 an, 2 ans, 3 ans après, ils te contactent et ils te disent, je me rappelle de ce que tu as dit il y a 2 ans, tu vois, ça m'a marqué. Ok, voilà, parfait. Et qui te contactent du coup en conséquence, etc. Donc moi, mon agence, j'ai jamais eu autant de demandes que maintenant. Tout se passe très bien, j'ai une liste d'attente, la vie est belle. Mais donc, j'avais pas besoin nécessairement de publier, mais là, je suis sur d'autres projets, il faut que je reprenne. D'accord. En plus, j'ai envie. Ouais. Mais c'est compliqué quand tu as genre 36 business et que tu dois faire plein de trucs. Ah et bah que, ça c'est le problème. Hein. Ouais, On et a tous ce problème. que comme tu sais, j'aime pas me brusquer. Donc, Ouais, bah oui. mais s'il faut que je me brusque. Hein. Tu verras, tous mes clients, ils sont choqués à chaque fois. Ils me disent, Sophie, la meuf, on dirait elle est scotchée à son tel. Elle te répond en 2 minutes. T'as même pas le temps de poser la question d'après qu'elle t'a déjà répondu. Je suis extrêmement réactive, je suis bonne dans ce que je fais, mais je te dis, faut pas... Ouais. J'aime pas être trop j'aime pas trop sortir de ma zone de confort, c'est un peu le comble pour un entrepreneur, mais comme je t'ai dit, tu crées le monde dans lequel tu veux vivre. C'est vrai. Moi, j'aime pas être brusquée, je le suis très peu, tu vois. Et j'ai travaillé avec des gens qui sont très gentils et tout le monde vit dans le monde des bisounours et tout le monde dit business, c'est pas le monde des bisounours. Si j'ai envie de vivre dans le monde des bisounours, je vais vivre dans le monde des bisounours. C'est tellement ce que je pense, c'est la même chose pour moi. Non, c'est ça. Et si j'ai envie que tout le monde soit gentil et tout le monde soit bisounours et que le bon business, j'ai envie que ça se passe comme ça et je te jure, des fois on s'envoie des messages d'amour dans mon équipe, je dis c'est ça ou rien en fait, ça m'intéresse pas de travailler pour gagner de l'argent s'il y a pas ça en fait, s'il y a pas ces messages de genre, la dernière fois j'avais mon bras droit qui m'envoyait un message qui me fait pas ça souvent, tu vois, et qui me disait qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit oui, je voulais prendre le temps de te remercier. Je suis tellement heureuse d'avoir rencontré des gens aussi gentils que vous, d'être épanouie, machin truc. Je sais plus ce qu'elle me disait exactement, mais c'était un message de gratitude. Et je me dis voilà, c'est ça le business, c'est pas juste faire le plus d'argent possible. Comme je te dis, plus on en gagne, mieux c'est. Il y a pas de problème. Bien sûr. Mais je me remplis de ces moments-là. Ce qui me remplit, c'est cet amour-là, le fait de pouvoir justement utiliser l'argent que je gagne pour emmener ma famille en vacances, utiliser l'argent que je gagne pour... voilà, en fait, cet argent-là, il sert à remplir à fill up, je sais pas comment on dit, ça, à remplir cette jauge d'amour, tu vois, de plein de manières différentes, parce que c'est pas juste financier, comme je te dis, c'est ça. C'est tellement plus que ça. Ouais, c'est ça. C'est tout con, mais genre quand j'emmène mon petit frère dans un restaurant et qu'il est en mode ça coûte super cher, je suis comme t'inquiète. T'inquiète. On l'a tous fait, ça. Et après il mange et puis il a des étoiles dans les yeux parce que on adore manger. Bon, voilà, chacun ses trucs, ça peut être ça ou emmener ta famille en vacances, peu importe, tu vois. Et je sais pas, moi ça me fait plus kiffer que tout le reste, tu vois. Donc c'est un tout. Tu crées le monde dans lequel tu as envie de vivre. Et je suis sûre que avec ce rythme-là et cette vision-là, j'arriverai à faire encore plus d'argent. Et c'est juste qu'il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de parcours parfait. Et voilà. J'adore ta vision, merci en tout cas, vraiment. Et en fait, c'est ça que j'aime chez toi. Je pense que c'est pour ça que les gens ils s'identifient à toi aussi, enfin moi en tout cas. C'est que t'es toi, en fait, t'es humaine. Et t'essaies pas de te faire passer pour une fille lisse qui fait tout parfaitement. Et en fait, tu dis les choses comme elles sont. C'est ça que j'aime chez toi. C'est gentil, merci. Voilà. J'essaye et c'est pas parfait encore, mais... Déjà, regarde, c'est ce que je dis tout le temps. Je suis en train de faire un podcast il y a 2 ans. Là, moi, il y a 2 ans, elle aurait jamais pu imaginer que je parle dans un podcast. Donc, les choses prennent du temps. Et puis... Ouais, c'est vrai. Ouais. D'ailleurs, t'as fait comment pour développer cette confiance que t'as en toi aujourd'hui? Bon, je n'ai pas toujours beaucoup confiance en moi, hein, mais j'ai surtout eu la chance d'avoir un copain qui m'a beaucoup aidé au niveau de développement personnel. Moi, avant le dev perso, c'était haha, les gens qui font du dev perso, c'est des bolos, tu vois. C'était grave ça, j'étais vraiment en mode, mais vraiment ça sert à rien. J'étais tellement éloignée. Et grâce à mon copain qui est vraiment de fou dans le dev perso, il m'a coaché quotidiennement, hein, du coup, puisqu'on vit ensemble. Mais c'est pas coaché en mode coaching, mais c'était vraiment des phrases qu'il m'a dites, des choses qu'il a faites. Et c'est parti de rien, c'est parti du fait que, par exemple, j'allais dire à voix haute, putain, je suis vraiment conne. Non, tu dis pas ça, tu ne dis pas à voix haute des choses comme ça, tu ne verbalises pas ces pensées-là. Ou alors, je vais me regarder dans un miroir et je dis, putain, je suis vraiment dégueulasse aujourd'hui. Non, tu ne dis pas ça. Et tu vois, ça part de ça, de fait de ne pas verbaliser. Et c'est des choses comme ça que moi, je comprenais pas avant. Et aujourd'hui, tout prend du sens. Après, il y avait d'autres étapes. Avant, moi, j'étais quelqu'un qui voyait toujours le négatif. Et mon copain me disait toujours, mais pourquoi tu penses qu'au négatif alors que moi, je ne pense qu'au positif? C'est-à-dire, moi, j'allais dire dans le pire des cas. Non, viens, on dit dans le meilleur des cas. Bah oui. Il a raison. Ouais, mais bien sûr qu'il a raison. Mais c'est plus facile à dire qu'à... Et donc, c'est plein d'éléments, en fait, de développement personnel qui ont fait... Et puis après, il y a un autre truc aussi, au-delà de ça.
Parce que ça, je pourrais en parler pendant longtemps. Mais c'est comme tout, on a tous des phobies, on a tous des peurs. Le seul moyen de les contrer, c'est de passer à l'action. Et ça va avec tout. J'avais les phobies de l'avion. J'ai pris l'avion 150 fois. Donc au bout d'un moment, maintenant, elle est partie. Mais il n'y a que en faisant que ça passe. C'est vrai. Et mais moi, c'était horrible. En fait, j'ai vécu un événement traumatisant dans un avion un jour. Quand je suis partie à Madère, il a fait un... Ah ouais, Donc, non, d'accord, c'était ok, horrible, on ouais. a failli mourir, c'était au bout de ma life. Et du coup, j'étais traumatisée. Et les premières fois que j'ai repris l'avion après ça, je faisais des crises d'angoisse parce que c'est tellement traumatisant de voir sa vie défiler. Et que voilà, donc tu passes à l'action et ça passe. Et j'ai fait la même chose avec les aiguilles. En fait, j'étais pas du tout... Mais pareil, je n'avais pas de peur, moi, au début. Et en fait, un jour, il y a une meuf qui m'a charcuté le bras, là. Elle m'a rentré une aiguille et je lui avais dit que j'étais très sensible parce que je suis sensible. Et en fait, j'ai fait un malaise et mon bras s'est refermé sur l'aiguille. Oh, c'était merde. horrible. Et j'avais un bleu. Oh, c'était Oh là là. horrible. Ok. Et j'étais traumatisée. Et du coup, après toutes les prises de sang, elle m'avait même pas approché mon truc que je faisais une crise. Je devenais rouge, je pleurais, crise d'angoisse. Et du coup, j'en ai refait plein. Aujourd'hui, bon, je suis pas toujours à l'aise, mais aujourd'hui, je peux le faire. Alors qu'avant, c'était impossible. Je te jure, le temps qu'ils me mettent la seringue, ils allaient rester 30 minutes le temps que je me calme parce que j'étais décomposée. Parce qu'en fait, les traumatismes et les choses, et c'est comme nos peurs de manière générale, t'as aucun autre moyen pour passer au-dessus. Les gens ils te disent oui, la méditation, l'hypnose, tout ce que tu veux, essaye. Le meilleur moyen qui existe, c'est de te forcer. C'est vrai. Et Tellement donc vrai. ça a fait la même chose avec tout, mais après par contre il y a pas de période donnée. Et c'est comme prendre confiance en soi ou faire des faces caméra que j'ai jamais eu le truc. Je me suis forcée à en faire et au bout d'un moment ouais, tu c'est- prends le truc. Pas grave, au bout d'un moment on est comme on est et t'acceptes et ça prend du temps. Ouais. L'acceptation et le truc. Et du coup voilà, c'est tout un matraquage de développement personnel plus le fait de se forcer à passer à l'action. Je dis ça prend du temps. Je suis encore très loin de ce que je voudrais faire. Mais je suis déjà beaucoup plus loin qu'il y a 3 ans. Il faut toujours se rappeler d'où on vient, tu vois. Exactement, ouais. C'est important. Et ouais, c'est ça. Et dans les autres éléments de développement personnel, là aussi, le fait de... avant, j'étais hyper angoissée à propos du futur, de manière générale. Et en fait, mon copain, il m'a appris à être positive et à juste relaxer. Et en fait, j'ai remarqué que il y a un truc, ça c'est grâce à l'expérience, moins je stressais, moins je broyais du noir, moins moi je pensais en fait à tous les et si et les pires scénarios qui pouvaient arriver, plus mon business décollait. Ça, je sais pas, ce truc c'est inévitable, c'est que plus moins j'y pense, plus je suis zen, mieux ça va. Plus j'y pense, moins ça se passe bien. Ouais. C'est fou, genre les moments où j'ai les moins bien réussi dans ma vie, c'était quand je faisais que travailler, je broyais du noir, je pensais qu'à ça, et ça faisait que comme ça, et c'était catastrophe sur catastrophe. Mais quand t'es positive, il y a que des choses positives qui t'arrivent, et c'est vraiment fou pour moi de dire un truc pareil, parce que vraiment, je te dis, le dev perso et moi, ça faisait mais 150. Moi, je suis tellement, tu sais, c'est comme les scientifiques versus les religieux. C'était exactement ça, tu vois. C'était vraiment, moi, dans ma tête, c'était A plus B égale C, manifestation bullshit, tu vois. Et aujourd'hui, je suis toujours cette hyper terre à terre dans mes réflexions et dans le fait de démontrer des choses scientifiquement, etc. Mais aujourd'hui, tu me parles de loi d'attraction, tu me parles de manifestation, tu me parles de bien-être, de toutes ces choses-là et de spiritualité, de tout ça. Bah, aujourd'hui, je suis hyper ouverte et j'approuve et je pense que vraiment le succès dans notre vie, pas juste business, il part de ces choses-là. À quel point tu t'aimes, tu prends C'est confiance en toi et s'aimer, c'est pas juste je m'aime. S'aimer, c'est faire des actions qui nous permettent d'aller mieux. Si demain faire un régime, ça peut faire ça peut être une manière de s'aimer. Couper les ponts avec certaines personnes, ça peut être une manière de s'aimer. Faire certaines choses qu'on n'a pas envie de faire, c'est une manière de s'aimer. Il y a énormément de choses comme ça. Donc, Énormément de choses. c'est ça. J'adore Voilà. ta vision. J'adore cette vision. Et pour finir, d'ailleurs, c'est quoi ta vision, toi, pour les prochaines années? Pour finir cette Par rapport à interview. quoi? Personnellement, déjà. Bah, personnellement, moi, je t'ai dit, toujours dans l'objectif de scaler tout ce que je fais, mais à mon rythme. Et aujourd'hui, comme je t'ai dit, avant, j'étais quelqu'un qui avait vraiment peur de l'échec. Je ne faisais pas si j'étais pas sûre à 100% de réussir. Ou que je me mindsetais dans l'optique de 100% réussir. Mais aujourd'hui, j'ai 100% approuvé le fait que je pouvais me foirer et que foirer, ça fait part du succès, en fait. Ça fait part du chemin. Exactement. Et du coup, là, pour les prochaines années, toujours aller à mon rythme, kiffer, parce qu'on ne vit qu'une fois et que la vie, c'est pas le travail et que je veux pas mourir avec des regrets en ayant travaillé toute ma vie. Je veux au contraire avoir vécu plein d'amour et d'eau fraîche toute ma life et que si je veux créer cette vie-là, je pourrais et que ça n'a pas besoin, t'as pas besoin, voilà, je dis de gagner des millions
Mais que ce qui est sûr, c'est que si tu veux quelque chose, il n'y a que toi qui peux aller chercher. D'où l'importance, je me dis, de développer son personal branding. Parce que quand tu développes ton personal branding, tu ne comptes que sur toi. Moi, je n'ai pas attendu quand j'ai eu... ah oui, j'ai oublié de te le dire, mais quand j'étais en dépression, une des raisons, c'est parce que j'ai envoyé 100 CV, je me suis fait recaler. Je faisais que envoyer des CV, personne ne me donnait l'heure. Parce que je comptais sur les gens pour me donner du travail. Bah oui. Si tu veux avoir la vie que tu rêves d'avoir, c'est à toi d'aller te battre pour l'obtenir. Mais se battre, comme moi j'ai fait, ça peut être une bataille très peace and love. Hein. Ça peut être très calme, ça peut être très long. Mais c'est toi qui décides de créer ta propre chance. D'où l'importance de développer, je te dis, ton personal branding pour attirer à toi les opportunités que tu mérites. Et tu n'attends pas que les gens te les donnent, tu vas les chercher. Ouais, exactement, j'arrête pas de répéter ça d'ailleurs. donc, pour les prochaines années, continuez d'aller chercher ces choses-là pour moi et de ne pas attendre qu'elles tombent du ciel. Tu veux des clients, tu vas les chercher. Tu veux la vie, tu veux ce type de vie-là, tu vas le chercher. Et même si c'est frustrant de ne pas l'avoir tout de suite, il n'y a rien qui tombe du ciel, il n'y a rien qui arrive tout de suite. Il faut avoir la vision, il faut avoir confiance, il faut mettre les choses en place. Et un jour, ça viendra. Mais il faut être obsédé, avoir la vision. Ouais. Bah écoute, franchement, merci en tout cas Sophie d'avoir partagé tout ça. Merci à toi. J'ai adoré cet échange, vraiment. J'adore ta vision. Et merci en tout cas d'avoir été là aujourd'hui avec moi. Merci à toi de m'avoir invitée. Avec plaisir. Je vous retrouve sur le prochain épisode et je vous souhaite une très bonne journée. À très vite. Ciao.